Bonjour chers téléspectateurs, aujourd'hui il va être question du Mali avec la présence de François-Régis Dabas, le colonel Dabas, qui a écrit un livre aux éditions Mareuil intitulé Septentrion. Ce livre est le fruit de son expérience personnelle sur place en tant que colonel de l'armée française. Alors, bonjour mon colonel. Bonjour. Quelles sont exactement les dates de votre séjour au Mali? C'était l'opération Barkhane. Absolument. Donc l'opération qui est relatée dans ce récit de guerre, Septentrion, s'est déroulée de septembre 2016 à janvier-février 2017 au nord du Mali, dans une région qui s'appelle l'Adrar des Iforas. Les Iforas constituent une tribu touareg, en réalité la tribu dominante, puisque les Touaregs forment une société aristocratique. Et l'Adrar, en langue touareg, en langue tamashek, signifie la montagne. Donc il s'agit de la montagne des Iforas. Et cette montagne constituée, ce massif montagneux constituait un lieu de refuge, une sorte de sanctuaire pour les groupes djihadistes. Alors, quand vous dites les groupes, lesquels étaient-ils? Alors, principalement, il s'agissait du groupe Ansar Eddine, dirigé par Iyad Agrali, voilà, qui a ensuite évolué en se regroupant après avec d'autres groupes, et en prenant le nom de GESIM, groupe de soutien à l'islam et aux musulmans. Et alors quel était l'objectif qu'on vous avait fixé? Alors, la mission qui nous avait été confiée était de neutraliser ce qu'on appelle le potentiel de combat de ce groupe terroriste, Ansar Eddine. Et cette mission correspondait à ce qu'on appelle une phase d'effort du plan de campagne stratégique, phase qui a pris le nom de Septentrion, d'où le titre du livre, puisque voilà, c'est cette période de combat, de lutte acharnée, de duel à mort dans l'Adrar des Iforas, donc entre la force Barkhane et ce groupe terroriste qui est relaté. Vous décrivez très bien dans votre livre justement ces combats acharnés, ces nuits d'angoisse parfois, ces bombardements, ces actions. Est-ce que vous aviez à ce moment-là une situation quand même difficile parce que vous opériez sur un terrain, comme vous dites, aussi grand que l'Europe, avec, me semble-t-il, quand même peu d'hommes, environ 4000 en tout pour cette opération. Est-ce que le rapport de force était suffisant? Alors, l'opération Barkhane, en fait la force Barkhane montait à environ 4000 hommes, effectivement, sur les 5 pays du G5 Sahel, donc la Mauritanie, le Mali, le Burkina Faso, le Niger et le Tchad. Donc la force Barkhane est commandée depuis le Tchad, depuis la capitale N'Djamena, par un général commandant cette force. Et pour ma part, j'étais situé donc au nord du Mali et je commandais un groupement tactique désert, le groupement tactique désert Ardent, qui lui était une force combattante dont la mission était donc de frapper au cœur du repère djihadiste et qui avait 800 combattants. Voilà, sur un terrain assez bien limité, si vous voulez. Et cette mission de neutraliser le potentiel de combat d'Ansar Eddine correspondait donc à un moment clé de cette phase du plan de campagne stratégique, Septentrion, où l'ensemble de la force Barkhane m'avait accordé un certain nombre de moyens en renforcement pour mener à bien ma mission. C'est-à-dire? Quels moyens? Le groupement tactique désert Ardent a été forgé pour remplir cette mission de combat, avec 3 sous-groupements de combat. C'est-à-dire un sous-groupement de combat, c'est une unité inter-armes commandée par un capitaine, avec de l'infanterie, des sections d'assaut, des tireurs d'élite, des pièces missiles, mais également des patrouilles de reconnaissance de cavalerie, des éléments de génie pour le déminage, notamment contre les mines ou les IED, les engins explosifs improvisés, mais également de l'artillerie, des canons César, et également, ponctuellement, nous avions le renfort d'hélicoptères de combat, d'hélicoptères de transport, et puis d'équipes cynotechniques
Voilà. Et tout cela, avec tout cela, il y avait évidemment des moyens médicaux pour s'occuper voilà, de nos blessés, pour réparer nos corps, sauver nos vies. Et quel a été l'accueil qui vous a été réservé par la population ou les populations locales? Alors nous avons essentiellement opéré dans une zone occupée par les Touaregs. Donc l'accueil par les Touaregs, je dirais, a été caractérisé par deux temps différents. La première phase a été une phase j'ai envie de dire, de découverte réciproque, et nous avons notamment réalisé un certain nombre d'actions à caractère humanitaire, c'est-à-dire de petits projets voilà, pour permettre aux écoliers, par exemple, d'avoir tous les moyens pour mener leur scolarité, pour les établissements scolaires d'avoir des moyens supplémentaires d'accéder à l'eau, qui évidemment dans cette région désertique est un sujet particulier, et puis également pour les pasteurs, eh bien de pouvoir cultiver leurs terres agricoles, ou également pour pouvoir faire abreuver leurs troupeaux. Donc il y avait tout un ensemble si vous voulez, d'actions à caractère humanitaire qui nous ont permis de tisser des liens avec la population, et je dirais de tisser directement des liens avec la population en dehors du système écran qu'avait mis en place un certain nombre de dignitaires touaregs, et qui visait en réalité à capter l'aide humanitaire internationale et à la répartir au gré de leurs intérêts. Donc Là, vous dites qu'il y a eu deux phases. Oui, ouais. Donc c'est simplement pour dire que ce lien direct avec la population, voilà, nous a permis eh bien de montrer que la force Barkhane était là pour protéger et pour aider les populations. Et les populations, en revanche, en échange, si je veux dire, vous aider, par exemple, par des renseignements? Alors, par exemple, tout à fait. Donc, je dirais que la force Barkhane, en dehors de l'aspect combat contre les groupes terroristes, voilà, avait ce genre d'activité, voilà, donc qui profitait directement à la population. Et il est vrai que voilà, ça facilitait ce lien, et en tissant ce lien, effectivement, bon, les populations civiles voyaient bien que voilà, nous étions là également pour les aider. Alors j'ai cité ces différentes aides, il y avait aussi l'aide médicale gratuite. Voilà. Et donc la population pouvait, à l'occasion, et à travers ces liens que nous avions tissés avec elle, eh bien, nous apporter du renseignement d'ambiance, voilà, ou alors du renseignement sur des dépôts de munitions, ou des lieux, des points minés, voilà, qui voilà, pouvaient nous causer des dommages, effectivement. Et le deuxième temps, la relation avec la population s'est crispée au moment de l'explosion dans son véhicule d'un des dignitaires touaregs de Kidal. Kidal, c'est la capitale touareg, qui se situe juste au sud, en lisière sud de ce massif montagneux de la Drare des Iforas. Et donc ce dignitaire touareg, Cheikh Agaoussa, était le chef militaire d'un des principaux groupes armés signataires, donc ce groupe politico-armé qui avait signé l'accord de paix et de réconciliation en 2015, et donc qui avait décidé de s'inscrire dans une dynamique de paix et de réconciliation. Alors ce dignitaire, ce chef militaire, voilà, a été tué dans l'explosion de son véhicule, et à l'issue de cet événement, eh bien, je dirais que les relations avec la population se sont crispées, et la propagande des groupes terroristes a utilisé cet événement pour qui était attribué aux Français, ou dont les Français étaient responsables? Alors c'est un événement, un événement qui s'est déroulé à l'issue d'une réunion au sein de l'ONU. Donc alors il y a eu une enquête, menée par l'ONU, et puis voilà, en liaison avec les mouvements Touareg. Voilà, à ma connaissance, il n'y a pas eu
il n'y a pas eu de, comment dirais-je, De revendication. de revendications, et il n'y a pas eu de personnes désignées. Néanmoins, il est vrai que la propagande des groupes terroristes en a profité pour accuser la France. Voilà. Et donc, cette situation, cette nouvelle situation... Ça a été le début de la défiance vis-à-vis de la France, cet événement ou... Alors, je dirais que ça a été un événement qui a, localement, qui a fait basculer la population dans une situation peut-être de défiance. Et cette nouvelle situation voilà, a été instrumentalisée par les groupes terroristes, donc Yad Agrali et Ansar Eddine, pour tenter de soulever la population voilà, contre la force Barkhane, contre le groupement tactique des airs ardents que je commandais. Mais j'ai envie de dire la force des liens tissés avec la population et comment dirais-je, les différentes activités que nous menions au profit de la population, en fait démontraient par les faits le caractère mensonger de cette propagande. Je reviens en arrière, enfin plus exactement à cette situation sur le terrain. Vous décrivez très bien dans votre livre différentes opérations militaires. Et est-ce que le terrain là-bas est particulièrement difficile, le climat? Quels sont les principaux obstacles que vous avez rencontrés? Et quels ont été, ou quel a été si vous voulez, l'embuscade ou l'attaque la plus forte dont vous avez été victime? D'accord. Alors le terrain est très particulier, hein. Ce sont des espaces immenses, ce sont des espaces désertiques, avec donc un adversaire qui se cache au milieu de la population et qui est chez lui. L'Adrar des Iforas, c'est chez lui. Il vit dans l'Adrar des Iforas, il s'entraîne, il recrute des combattants. Il se finance également, parce qu'à côté de l'Adrar des Iforas, il y a les pistes transsahariennes, et donc il se finance sur les différents convois, ou les convois de trafic qui transitent à travers le Sahara. Par ailleurs, le climat est particulièrement exigeant. Voilà, il fait chaud, 40 degrés minimum. Et le sable est particulièrement abrasif pour les véhicules ou les matériels. Donc les organismes voilà, se fatiguent assez, surtout les organismes occidentaux évidemment, se fatiguent assez rapidement, et les matériels sont également soumis à très rude épreuve. Alors je dirais, ce sont les conditions de l'opération, mais il faut ajouter à cela, évidemment, l'adversaire, qui est un adversaire qui est invisible. On ne le voit pas jusqu'au moment où il nous agresse, où il nous attaque, que ce soit directement ou indirectement par des mines ou des tirs de mortier ou des tirs de roquettes. Donc il faut véritablement aller chercher l'adversaire là où il se trouve, et c'est quelque chose d'assez difficile puisqu'il se cache dans la population. Et ces adversaires sont des gens expérimentés, ceux qui ont l'habitude du combat? Comment sont-ils recrutés? Et est-ce qu'ils ont une ancienneté dans le combat? Oui. Alors, on dit que Yad Agrali avait fait partie de la Légion verte à une époque au Moyen-Orient avec Yasser Arafat. Et d'autre part, la plupart des combattants de ces groupes terroristes islamistes ont reflué de Libye où ils se trouvaient. Et donc ils ont une expérience, effectivement. Ils ont une expérience militaire. Et je dirais même qu'ils ont une certaine efficacité dans leurs actions. Ils ont compris que, et ça c'est un enseignement de Serval, ils ont compris que face à la puissance de la force combattante française, ils ne faisaient pas le poids, donc ils évitent à tout prix le combat direct, c'est-à-dire l'engagement face à face pour schématiser. Et ils ont adapté leur mode d'action,
et ils utilisent des modes d'action indirects, c'est-à-dire les embuscades, c'est-à-dire les échelons, enfin les groupes renseignement-action avec un échelon d'éléments de renseignement qui identifie nos déplacements et puis qui observe la composition de nos unités et qui transmet du renseignement d'intérêt militaire à un deuxième échelon, un échelon de poseurs de mines ou d'engins explosifs improvisés. Et donc ainsi, ils parviennent à réaliser un certain nombre d'actions, d'attaques. Donc ce sont des groupes qui sont intelligents, qui s'adaptent, qui savent se cacher et qui savent donner des coups. Et qui sont supportés par la population? En tout cas, une partie de la population. Alors, on dit que, parce que, si vous voulez, après après l'effondrement de la Libye en 2011, un certain nombre de ces groupes se sont réfugiés dans l'Adrar des Iphoras, en fait, là où ils avaient des liens tribaux et familiaux. Et leur idéologie islamiste a imprégné une partie de la population. Et donc, il y a effectivement une partie de la population qui leur a gardé son soutien idéologique. Quelle est l'attaque la plus sérieuse par laquelle vous avez été touché lorsque vous étiez là-bas? Alors, comment ça s'est passé? Oui. Alors nous avons subi un certain nombre d'attaques. On a aussi donné des coups, mais nous avons subi un certain nombre d'attaques par mine, engins explosifs improvisés et puis par tir de mortier, tir indirect. Alors j'ai envie de dire notre action à nous était d'occuper au maximum le terrain, non pas de se replier dans un dispositif défensif à l'abri de murs, d'un camp militaire, de murs qui n'étaient pas très protecteurs, mais d'avoir une attitude beaucoup plus active, proactive, volontaire pour sortir de nos emprises et occuper le terrain et empêcher ainsi, en réalité, l'adversaire de pouvoir se déplacer librement. Donc notre action a consisté en grande partie à gêner et à entraver la liberté d'action de l'adversaire. Du coup, les dommages ou les pertes que nous avons eues ont été assez limitées finalement. Néanmoins, je me rappelle qu'en janvier 2017, sur Gao, donc c'était une autre emprise de la force Barkhane, sur Gao, il y avait eu un attentat particulièrement meurtrier où un camion suicide était entré dans un camp, non pas de la force Barkhane, mais un camp de ce qu'on appelait le mécanisme opérationnel de coordination. En fait, vous savez, dans la réforme des systèmes de sécurité, il y a un processus de démobilisation, désarmement et reconstruction. Et donc, dans ce processus, qui résultait d'ailleurs des accords de paix et de réconciliation d'Alger, eh bien, il s'agissait de reconstruire un appareil sécuritaire pour assurer la sécurité avec les anciens combattants des différents groupes armés. Et donc, c'était un processus qui avait commencé sous l'égide de la mission des Nations Unies pour la stabilisation du Mali. Et un camion suicide est entré dans ce camp, a explosé, et donc de mémoire, il y a eu une 60aine de tués. Et en fait, proportionnellement, voilà, c'était un attentat extrêmement important et extrêmement dévastateur pour le Mali. Et vous, en tant que colonel, en tant que responsable, est-ce que vous êtes, vous et vos hommes, également, vous êtes retrouvés en contact direct avec des djihadistes dans des affrontements Bien sûr, oui. Proches, pas seulement par échange de mortiers ou de canons? Oui, bien sûr. Alors, par exemple, nous avons capturé un certain nombre de personnes djihadistes, de combattants djihadistes. Voilà, donc notre action consistait face à cette difficulté et à cette tactique de l'adversaire qui était d'une certaine manière de nous fuir et d'éviter le combat direct. Notre action a consisté à aller à occuper le terrain au maximum et puis à intervenir sur tout élément suspect ou sur tout élément
dont on s'apercevait qu'il tentait de fuir notre zone d'action et donc il avait un comportement suspect. Donc là, ça a été un premier mode d'action, d'intervenir sur les éléments qui avaient un comportement suspect ou qui fuyaient notre action. Et puis, il nous arrivait aussi d'avoir du renseignement assez ciblé et donc de pouvoir préparer et conduire des opérations sur des objectifs précis. Et donc, ainsi, nous avons pu capturer un certain nombre de chefs djihadistes. Au total, quelles ont été les pertes françaises au Mali? Vous avez perdu combien d'hommes? Alors, moi, j'ai eu des blessés, essentiellement. Dans ma zone de responsabilité, voilà, pendant mon mandat, une unité logistique qui n'était pas sous mes ordres, mais une unité logistique a perdu un sous-officier donc qui est décédé donc suite à l'attaque d'un convoi logistique. Voilà. Et puis alors pour les blessés du groupement tactique que je commandais, alors certains ont été blessés physiques, d'autres blessés psychiques. Voilà, je garde contact avec eux, enfin en tout cas avec certains d'entre eux. Et si on fait un bilan de la présence française au Mali, comment expliquez-vous cette montée petit à petit du sentiment anti-français qui est allé crescendo et qui a connu son apogée au moment du départ réel de toutes les forces françaises? C'est vraiment la propagande qui est à l'origine de ça? Comment la population a-t-elle pu prendre ce virage anti-français? Alors, je voudrais circonscrire votre question au seul Mali. Effectivement, on parle beaucoup dans les médias du développement d'un sentiment anti-français. Ouais. Je dirais que... Donc au Mali. Oui, et c'est pour ça que je fais cette précision, parce que je dirais que chaque pays est unique, si vous voulez. Et dans chaque pays, on trouve des causes différentes. Alors, s'agissant du Mali, effectivement, ce qui est très très paradoxal, c'est que en 2013, au moment où la force Serval libère le nord du territoire, voilà, il y a un enthousiasme extraordinaire de la population malienne pour voilà, la force Serval. Et puis en 2022, au moment où la force Barkhane quitte le Mali, bon, c'est un départ qui se fait dans la discrétion. Pour autant, la force Barkhane a continué de réaliser et de conduire et de réussir des missions tactiques dans la lutte contre les groupes terroristes et d'obtenir des succès tactiques. Et donc, moi, mon analyse, si vous voulez, c'est que voilà, il est inexact de parler d'échec. En tout cas, il n'y a pas d'échec militaire. Ça, c'est certain. Pour revenir sur votre question, sur le sentiment, je dirais que, eh bien, sans doute, des attentes ont été déçues. C'est-à-dire que, je dirais, les autorités politiques maliennes, bon, essentiellement le président Ibrahim Boubacar Keïta, a sans doute été le président qui a reçu le plus de moyens et de ressources de la communauté internationale en termes d'aide militaire. Il y a quand même 3 opérations militaires, 3 opérations ou missions militaires sur son territoire. Il y a Barkhane, il y a la mission des Nations Unies pour la stabilisation du Mali, il y a une mission européenne de formation. Donc ça, c'est pour le plan militaire. En termes d'aide militaire, il y a également des investissements de la part des bailleurs de fonds qui sont énormes, si vous voulez. Voilà, puis un travail diplomatique qui est également significatif. Et donc, Ibrahim Boubacar Keïta, je pense qu'il a failli dans son travail de reconstruction de son pays, parce que, si vous voulez, les militaires savent bien que les problématiques des groupes djihadistes ne peuvent pas être réglées seulement par l'outil militaire. Si vous voulez, l'outil militaire, y compris l'outil militaire qui vient de l'extérieur, il va agir sur les symptômes. Il ne va pas agir sur les causes. L'action sur les causes, seul, je dirais, l'État souverain
dans sa dimension militaire, économique, de développement, administrative, voilà, peut agir sur les causes profondes. Donc je pense qu'en associant peut-être la France à Ibrahim Boubacar Keïta, voilà, comment dire, l'échec d'Ibrahim Boubacar Keïta a rejailli en quelque sorte sur la France. Eh bien, c'est par ces paroles que nous allons terminer, et ce n'est pas la situation actuelle au Mali qui nous donne des raisons d'espérer un avenir meilleur pour ce pays, malheureusement. Merci beaucoup, mon colonel. François-Régis Dabas, vous avez publié Septentrion aux éditions Mareuil. Je vous remercie d'avoir accepté mon invitation et je vous remercie d'avoir suivi cette émission. Merci beaucoup.